Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de filles. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées s'adressant à elles. Aujourd'hui, au micro de Genre de Filles, je reçois Insaf El Hassini, avocate d'affaires, fondatrice de l'association Lean in France et aussi créatrice du podcast de négociation salariale intitulé Ma juste valeur, qui est aussi une formation en ligne. Insaf a fait le tour de France et le tour du monde de la négociation de rémunération, formant ainsi 5000 femmes de par le monde à la négociation de rémunération. Je lui laisse la parole. Hello Insaf, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Filles. Comment vas-tu? Bonjour Anne-Laure, écoute, ça va très bien et je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui. Ah, merci. Moi aussi, écoute. J'en parlais en intro et je disais que cet épisode allait traiter de la rémunération des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, la rémunération des femmes, ce soit un des moteurs de ta vie? De manière très transparente, ce sujet de rémunération-là a commencé par moi. En fait, avant que ce soit un combat, quelque chose que j'avais envie de porter auprès de toutes les femmes, j'avais déjà envie de le porter dans mon cas personnel à moi. Ouais. En fait, en 2014, j'ai été victime d'une inégalité salariale que j'ai pris de plein fouet. Je l'ai vraiment vécu très mal. En fait, j'étais dans un job où je performais très bien, j'étais très appréciée par ma hiérarchie, par mes clients en interne. Et j'étais très contente de ce que je faisais. J'étais dans un environnement qui me plaisait. Voilà, je m'éclatais et j'étais bien rémunérée. Jusqu'au jour où je m'aperçois que même si j'étais bien rémunérée, je n'étais pas rémunérée à ma juste valeur. C'est-à-dire que je n'étais pas rémunérée à la hauteur de la valeur de mon profil sur le marché de l'emploi. Et je l'ai découvert parce qu'au détour d'une machine à café, j'ai échangé un peu avec un collègue masculin avec qui je m'entendais très bien. Et un peu dans l'euphorie de l'annonce des bonus de fin d'année, on se partage un peu nos bonus et je découvre que son salaire fixe est de 5 000 € brut par an de plus que moi et Ouais. qu'il a un bonus supérieur au mien. Et là, c'est un peu la sidération parce qu'en réalité, quand je compare nos profils, même si en théorie on est sur le même poste, on a des profils qui sont différents, puisque lui, il a un profil de juriste qui a fait des études de droit, mais ce qu'on appelle très domestique, c'est-à-dire du droit français. Moi, j'ai également fait des études de droit, mais je me suis aussi spécialisée en droit anglo-saxon. J'ai étudié aux États-Unis, à Hong Kong. J'avais un profil qui était très, 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 très bon, surtout très international et qui était très valorisé par ce secteur d'activité qui était la finance. Et en plus, en pratique, on n'avait pas le même périmètre du poste ni le même contenu parce que moi, je faisais des horaires à rallonge, j'avais des dossiers qui étaient plus importants, qui étaient plus stratégiques. Et je faisais vraiment le kilomètre supplémentaire sur ce poste-là. Donc, même si on était à poste équivalent en théorie, en pratique, le périmètre du poste et le contenu étaient complètement différents et justifiaient qu'à la rigueur, je sois plus rémunérée que lui. Ouais. Et du coup, je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Parce que moi, si tu veux, alors, jusqu'ici, je me disais, on est en France, c'est le pays d'égalité, c'est le pays des droits de la femme. Tu as le droit de fumer dans la rue, tu as le droit d'avoir un appartement à ton nom, d'avoir un compte en banque à ton nom. Tu n'es pas obligé d'avoir un référent masculin pour évoluer dans la société civile et d'un point de vue économique. Mais en réalité, le vrai féminisme, c'est ce dernier bastion du patriarcat. Parce qu'on n'a pas, on peut avorter, on peut on a la maîtrise de nos corps. Alors, en théorie, en pratique, après, ça peut être discuté, mais ce point-là économique, il n'est pas encore conquis. Et du coup, je me suis dit, écoute, déjà, je vais voir de quelle manière. J'ai essayé de négocier, j'y suis pas arrivée. J'ai reçu une fin de non-recevoir Ouais. assez Alors attends, brutale donc ça parce veut, que, ça veut dire que tu y allais en fait. Tu te dis, est-ce ah bah qu'assez oui, rapidement tu t'es dit, c'est parce que je suis une femme que je suis moins payée que lui, ou ça t'a pas tout de suite effleuré? non. En fait, au départ, je me suis pas dit, je suis une femme, je suis moins payée que lui. Au départ, je me suis dit, c'est un malentendu. C'est un très gros Ouais. malentendu. On va le régler. Je vais aller voir mon manager avec qui je m'entends très bien. Et en fait, c'est dans ma discussion avec le manager, en fait, qu'il invalidait mes propos et qui recevait mal ma demande, que ça m'a frappée. Et c'est là où il m'a renvoyée à mon genre. En fait, très rapidement, comme j'étais dans la finance, que j'étais juriste, j'avais un très beau niveau de rémunération. Et tout de suite, il m'a dit, mais attends, Insaf, toi, tu as un très beau niveau de rémunération, je ne vois pas pourquoi tu demandes plus.
c'était déjà très bien payé. Et puis, j'ai senti dans son discours que j'étais vénale, qu'en plus, j'avais pas C'est déjà négocié ma très bien payé rémunération pour une avec eux. femme. C'était un peu ça, en fait, en Ouais. filigrane. C'était finalement, ton salaire est censé, même si je pense que lui, il l'a dit tout ça inconsciemment. Je pense pas qu'il avait une volonté malveillante. Mais c'était un peu de me dire, écoute, t'as pas de famille à nourrir, t'es une femme, pourquoi tu veux plus, quoi? C'est déjà super, tu as la reconnaissance, on dit que tu travailles très bien, et on te file des super bons dossiers, c'est déjà une belle reconnaissance. Pourquoi tu voudrais plus, en fait? Et le fait que moi, je veuille plus, parce qu'en fait, en réalité, moi, c'était pas une question d'argent. Moi, ce que je voulais, pour moi, c'était une question de reconnaissance de ma juste valeur à moi. C'était la valeur qu'INSAF apporte tous les jours dans ce job. C'est une valeur qui se ressent dans votre chiffre d'affaires parce que grâce à moi, vous pouvez monter des opérations qui vous font gagner des millions et des milliards, pas juste des dizaines de milliers d'euros. Et du coup, il est normal que moi aussi, je sois à la table pour manger avec vous. Il n'est pas normal que vous m'utilisiez pour vous pouvoir faire des millions et après les redistribuer d'une manière inégalitaire. Moi, c'était vraiment ça mon point. Ouais. C'était un point de reconnaissance et d'égalité. Pour moi, c'était pas juste. Et donc Et là, c'était vraiment ça que. ouais. Et tu reçois ta fin de non-recevoir. Qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, comment t'en es arrivé à te dire, en fait, je suis pas la seule et en fait, on est des milliers de femmes à être, être moins payées. Enfin, tu vois? Explique-nous le cheminement. Du coup, moi, en fait, au départ, comme je te disais, je n'ai vraiment pas mis ça en perspective avec le fait qu'on était des milliards de femmes à vivre ça, parce que je pensais que j'étais la seule idiote qui s'était fait avoir. Vraiment. Je Ouais. pensais que toutes les autres femmes, en fait, elles arrivaient très bien à négocier leur rémunération et qu'en fait, moi, c'était juste moi qui ne savais pas, quoi. Et je me suis dit, mais mince, tu ne savais pas comment tu as fait pour passer à côté de ça. Comme mon job pour lequel j'étais payée, c'était de négocier des gros contrats, j'ai été formée aux techniques contractuelles les plus aguerries. Et du coup, je me suis dit, bah, INSAF, en fait, tous les jours, tu négocies des trucs. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas essayer de dupliquer et répliquer ces techniques de négociation-là à la négociation salariale et essayer de l'appliquer sur toi? Et du coup, je l'ai appliqué sur moi. J'ai mis 6 mois. J'ai négocié un salaire. J'ai changé de job. J'ai négocié un salaire d'entrée, ce qui était la première fois de ma vie que je faisais. Et j'ai fait un gap de 30% de salaire. Donc, j'ai Ouais. augmenté mon salaire de 30%. Et concomitamment, si tu veux, à cette expérience-là, je lançais Lean in Paris. Je lançais l'association Lean in Paris, que tu connais très bien d'ailleurs, Oui. qui était une association qui avait pour volonté, voilà, d'empourer les femmes dans le monde du travail. C'était complètement parallèle, en fait, Linine et Oui, OK, c'est marrant. oui, c'est vraiment c'est la même tranche de vie en fait. Je vis cette inégalité salariale, je ne suis pas très bien, je cherche des moyens pour remonter la pente, je tombe sur le bouquin de Sheryl Sandberg, je m'aperçois que voilà, on a le droit en tant que femme d'avoir envie d'avoir une carrière et que ce n'est pas exclusif d'une vie personnelle. Et elle propose de monter des cercles Lean et je me dis, bim, je vais en monter un à Paris. On précise juste pour celles, et ceux qui écoutent l'épisode, le livre Lean In de Sheryl Sandberg, c'est donc Sheryl Sandberg, c'est la CEO de Facebook, c'est ça? Je ne sais pas si c'est C'est son. la COO, Ouais, c'est la c'est la CEO de. directrice, c'est la numéro 2, c'est Ouais, la c'est la directrice numéro des 2 de opérations. Facebook, exactement. Et donc, elle a écrit ce livre il y a quelques années où, voilà, elle parle. Moi aussi, je l'ai lu, ce livre, j'ai beaucoup Mhm. aimé. Elle parle vraiment d'une manière de faire ses propres choix, reprendre sa vie en main. Elle donne cet exemple d'ailleurs qui m'a beaucoup marqué, où elle explique que lors d'une réunion, tu as des hommes et des femmes, la réunion n'a pas encore commencé, et que instantanément, tous les hommes s'assoient et que les femmes ont tendance à rester en retrait. Et tu sais, je ne sais pas si tu te souviens de Ouais, cet exemple, elle explique en fait que tu as 2 absolument. femmes qui ont les mêmes postes d'ailleurs et qu'elles osent pas en fait, en gros, s'il y a pas cette place, elles auront pas de mal à rester debout derrière. Qu'elles vont pas se dire: «Attends, Ouais, ouais. je prends un siège et je m'assois». En fait, comme tu dis, je m'assois à la table et je prends part à une discussion et moi aussi j'apporte quelque chose donc laissez-moi la place, quoi. Tout ça pour dire que toi, ce livre, donc tu le lis et tu te dis: «OK, je vais monter un cercle Lénine». En fait, ce qui est très important pour faire le lien avec ce livre-là, c'est que, en fait, jusqu'à la lecture de ce livre-là, je ne sais pas trop parler de cette expérience d'inégalité salariale. Pour moi, c'était une honte. J'avais Ouais. honte de ça, tu vois. Le moment où je me rends compte que je n'ai pas à avoir honte et que la honte doit changer de camp, c'est quand je lis ce bouquin. Parce que Sheryl Sandberg, dans un des passages du bouquin, dit, quand elle a été recrutée par Mark Zuckerberg, à un moment donné, il lui dit, bon, bah, Sheryl, voilà, donne-moi tes prétentions salariales. Et là, elle rentre chez elle, elle en discute avec son mari, et au départ, elle a envie un peu, elle a tellement envie d'avoir ce poste-là, qu'elle a un peu envie de se sous-valoriser et se sous-vendre, quoi. Et lui proposer quelque chose un peu en dessous de ce qui est la pratique à San Francisco pour ce type de poste. Et à un moment donné, elle se dit, OK, moi, je vais être embauchée pour créer le modèle économique de Facebook, parce que c'est ce qu'elle a fait.
Si j'arrive en me sous-valorisant, comment est-ce que tu veux que Mark Zuckerberg ait confiance en moi? Puisque je ne suis pas capable de me vendre moi, comment est-ce que je vais être capable de vendre ses produits à lui? Et du coup, elle part de ce cheminement, ce raisonnement pour aller vocaliser une rémunération qui est à la juste valeur du marché pour ce type de poste qu'elle va occuper à San Francisco. Ouais. Et je me dis, et elle dit à toutes les femmes dans ce bouquin, je vous invite à ne jamais vous dévaloriser parce que vous avez envie d'avoir un job. Et en fait, à ce moment-là, c'est la première fois de ma vie, alors, que j'ai quelqu'un qui me dit, à travers un bouquin, c'est normal d'être rémunéré à ta juste valeur. Et ça a été le déclic de ma vie. C'est le premier jour du reste de ma vie. Et je pense que c'est vraiment ce moment-là qui a fait que ça a allumé un feu en moi. Il fallait que je l'attise. Et ça y est, j'avais en moi quelque chose. Il fallait que je le propage. Et je l'ai propagé à travers LinkedIn France dans un premier temps et après ma juste valeur. Et donc, tu as rencontré Sheryl Sandberg aussi, il me semble. Oui, alors c'est une très très belle histoire parce que donc quand je lance le premier cercle LinkedIn à Paris, en gros, je suis dans une période de ma vie qui est pas très fun parce que bah voilà, j'ai cette expérience d'inégalité de salariale, donc ça se passe pas très bien au boulot. En plus, j'étais avec un homme à cette époque et on vend mon fiançailles. Et du coup, c'était vraiment une période un peu down. Et Ouais. du coup, mes copines se disent, bon, bah écoute, Issa, ok, d'accord. Moi, j'avais envoyé, une fois que j'ai découvert ce bouquin-là, ça a vraiment fait tilt. Et j'ai envoyé un message à toutes mes contacts femmes, donc 250 femmes à l'époque. Ouais. Et je leur dis, j'ai découvert ce bouquin, il est formidable. J'ai envie de créer un cercle LinkedIn, joignez-vous à moi. Et là, je reçois 7 emails, dont 5 emails de c'est formidable, vas-y, on croit en toi, mais pas de mise en mouvement, si tu veux. Ouais. Et du coup, gros bide, hein. C'est plutôt un échec, on va pas se le cacher. Et du coup, un peu sur un mouvement d'ego comme ça, je me dis, mais je m'en fous, je vais faire mon truc. Même si je suis toute seule, je vais faire le truc, et même si on n'est qu'une seule ou deux. Et là, j'ai mes copines à qui j'en parle qui se disent, bon, Insaf, je pense que là, clairement, si on ne vient pas à sa réunion ligne, elle va nous péter une pile. Donc, on va essayer d'éviter qu'elle nous fasse une grosse dépression nerveuse et on va aller à son petit rendez-vous pour parler de ce bouquin dont en réalité, on s'en fiche un peu. Et on fait ce rendez-vous-là un mercredi soir dans le 19e, dans un petit bar du 19e à Paris. Et en fait, quand je commence à leur parler du livre, et j'avais moi surligné tous les passages qui m'avaient marqué, etc., là, à chaque fois, je vois les femmes, alors que c'est mes copines au départ, mais elles commencent à être hyper transparentes et honnêtes. Elles déposent le masque et elles parlent de leur expérience au boulot qui ne sont pas bonnes. Elles parlent de leur rémunération, elles parlent du fait que elles aussi, elles ont un plafond de verre à leur niveau à elles, qu'elles aussi, c'est compliqué, etc. Et en fait, il y a tellement une émulation positive qu'on décide qu'elles s'engagent réellement dans ce cercle LinkedIn. Et en fait, elles en parlent, c'est vraiment le jeu du bouche à oreille. Et en un an, on passe de 6 personnes, 6-7 personnes à 150. Et là, en fait, à San Francisco, Sheryl Sandberg et ses équipes, ils voient l'évolution. Et du coup, ils me contactent et ils me disent, bah, Sheryl, voilà, elle a observé ton évolution et elle veut te rencontrer. Donc, on te paye un billet d'avion pour aller la voir à Ouais. San Francisco. Et alors, Et c'était donc, comment? bah, écoute, j'ai rencontré quelqu'un de profondément humain. Tu vois, quand tu... Et je l'ai vu toutes les années après, depuis 2016, à part une année en 2019 où j'ai pas pu aller la voir. On a des rendez-vous comme ça annuels toutes les années en été, l'été. Et en fait, qu'elle n'a pas d'ailleurs qu'avec moi, elle est avec tous les leaders du monde entier. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était lors d'un dîner chez elle. À l'époque, c'était les tout débuts de LinkedIn, donc on n'était pas beaucoup de leaders. Et j'ai rencontré quelqu'un qui nous a accueillis chez elle, qui s'est ouverte à nous. En fait, quand tu te dis, enfin, Sheryl Sandberg, c'est la Beyoncé du monde des affaires, concrètement. C'est comme si demain, tu es une petite chanteuse en France et tu rencontres Beyoncé. Tu as Beyoncé qui Ouais. t'appelle, qui te dit, viens, j'ai envie de manger avec toi. Et tu t'attends à ce que quelqu'un soit complètement inaccessible, pas du tout connecté, un peu dans la promotion de soi-même, ou qu'elle a envie de te vendre un truc. Enfin, tu t'attends pas à quelqu'un d'aussi humain. Et moi, j'ai vraiment rencontré quelqu'un d'humain, quelqu'un qui était vraiment investi dans la cause des femmes, qui avait vraiment envie de faire bouger les choses et qui n'avait pas juste envie d'être la queen bee, la reine des abeilles en haut de sa tour d'ivoire. Elle avait vraiment envie qu'on puisse faire bouger les choses sur le terrain et auprès des girls next door, quoi. Pas Ouais. juste des gros CEO. Et ça a encore plus motivé mon engagement, évidemment. Et la Et preuve, ça fait 8 ans que je le fais maintenant. ouais, oui, c'est vrai. Parce que, alors, il y a un sujet dont j'aimerais bien qu'on en parle, c'est l'importance du réseau. Et c'est aussi quelque chose sur lequel il me semble que tu insistes aussi pas mal. Je trouve ça hyper important. Et moi, j'ai une anecdote, je me souviens justement je
crois que c'est Emmanuelle Duez, je l'avais vue lors d'une conférence, elle a écrit un livre sur les réseaux féministes. Et elle dit Mmh. justement que le problème des réseaux féministes, c'est pas qu'ils n'existent pas, ils sont là, mais c'est en fait qu'ils ne durent pas, contrairement aux réseaux masculins. C'est qu'en fait, elle, selon elle, les réseaux ou l'importance du réseau, c'est que non seulement les femmes ne prennent pas encore compte. Alors, je sais pas si ça a changé depuis, tu vois. Je l'avais vu il me semble, il y a 4 ou 5 ans. C'est le fait que, contrairement aux hommes, on a du mal à se dire que c'est indispensable d'avoir un réseau. Il y a encore des connotations, comme si c'était pas bien d'avoir un réseau, de l'entretenir, d'aller vers les autres. Et voilà, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses déjà du réseau et comment on peut faire prendre conscience encore plus aux femmes que le réseau, c'est pas un gros mot et que c'est important? En fait, si on revient aux bases, le réseau, c'est quoi? Le réseau, c'est des gens qui décident de se mettre en lien, mettre en réseau pour partager des intérêts communs. Et ça, les hommes, ils l'ont très bien compris parce que eux, quand ils ont créé leur réseau, les réseaux au départ, c'est quoi? C'est des boys clubs, c'est des clubs où tu vas boire du brandy et fumer des cigares. À la base, c'est Ouais, ça, tu vois. Et en fait, les mecs, ils n'allaient pas là-bas pour juste échapper à leur foyer, fumer des cigares et boire des brandis. Ils allaient là-bas pour faire du business. Et ils faisaient du business. Et finalement, ces réseaux-là, au final, tu as des clubs où tu dois payer un ticket de rentrée pour rentrer, etc. parce que tu sais que tu vas faire du gros business avec eux. Et je pense que la difficulté avec les femmes, c'est que déjà, le réseau, la première difficulté, je pense, c'est qu'elles n'ont pas de temps matériellement. Les femmes, déjà, elles jonglent avec énormément de casquettes. Et en réalité, des fois, elles se disent, bah, entre dormir et aller boire des verres avec des autres femmes, bah, je ouais, préfère dormir. Je pense qu'il y a une problématique de temps. Et comme si tu veux, elles ont pas vraiment compris l'importance de la notion de réseau pour s'élever personnellement et professionnellement, elles le mettent en bas à leur liste de priorités. Donc la première chose en fait que j'aimerais envie de leur dire, c'est mettez le réseau en haut de votre liste de priorités parce que le réseau, c'est un catalyseur formidable. La deuxième chose, je pense pourquoi les réseaux ne sont pas pérennes dans les réseaux féminins, c'est qu'en fait, les réseaux sont basés sur le travail gratuit et bénévole des femmes. Et du coup, comme tout est gratuit, comme tout est bénévole, il y a un moment donné où les gens aussi s'épuisent parce qu'il y a un moment donné, le travail doit être rémunéré. Tu ne peux pas juste faire des trucs bénévoles. Et comme les femmes n'ont pas encore compris que le réseau, ça pouvait leur servir pour faire du business, ben en fait, elles ne font pas rentrer l'élément et le paramètre business dans ce réseau-là. Du coup, en fait, à un moment donné, à force de faire du travail gratuit, elles se laissent un peu. Ça vient en bas de leur liste de priorités parce que finalement, même si personnellement, ça peut leur apporter, il y a un moment donné où ça dégringole parce qu'elles ont des priorités qui sont plus importantes. Et je crois que le troisième élément que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est l'aspect business du réseau, c'est que les femmes, en fait, ne font pas suffisamment business entre elles. ouais, Les femmes, je pense qu'elles n'ont pas encore compris qu'il y avait un paradigme qui leur était applicable au niveau de l'argent, qui est que argent, c'est pas argent ou bonheur, c'est argent et bonheur. En fait, la société a tellement matraqué aux femmes qu'elles devaient choisir entre l'argent ou le bonheur ou le bien-être ou le fait d'être aimée socialement par sa famille, par ses amis ou amour ou par un compagnon, que du coup, en fait, pour elles, l'argent, c'est quelque chose d'annexe, d'accessoire. C'est l'accessoire au principal. Et du coup, en fait, elles n'ont pas compris qu'elles avaient le droit de faire de l'argent et donc que ces réseaux-là pouvaient les aider à faire de l'argent. Évidemment, les réseaux, je pense que c'est hyper important pour faire du business quand tu es freelance, quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneur et faire de l'argent d'une manière différente, c'est-à-dire t'élever dans ta carrière quand tu es salarié. Parce que quand tu rencontres des femmes avec lesquelles tu as le même mindset, avec lesquelles vous vous entendez bien, avec lesquelles vous pouvez partager vraiment vos aspirations professionnelles sans jugement, sans prise de tête, avec bienveillance, etc. Mais en fait, ces femmes-là, c'est des femmes à qui elles vont penser à toi quand à un moment donné, ça se passera pas bien dans ton job, qui vont penser à toi quand elles ont une promotion en interne dans leur job, dans leur entreprise. C'est des femmes qui, à un moment donné, quand elles vont avoir besoin de quelqu'un pour les épauler dans leur business, elles vont faire appel à toi. Et en fait, ce lien de confiance-là que vous créez dans les réseaux, c'est un lien de confiance qui va ruisseler dans vos relations professionnelles parce qu'en plus de créer du business, vous allez travailler avec des gens avec qui vous savez déjà qui partagent vos valeurs et avec qui vous avez confiance. Et en fait, je pense que le vrai challenge des femmes et des réseaux féminins de manière générale, c'est d'apprendre à utiliser ces réseaux-là pour faire du business, mais pas du business en mode je suis là pour prendre et pas pour donner, je ouais. suis là pour tout vous flouer et un peu, tu vois, en mode malveillant avec les grosses sirènes de la vision de l'argent d'un point de vue masculiniste. Vas-y, on y va, on défonce tout, on écrase tout le monde. Mais vraiment en train de se dire, le vrai nouveau paradigme
je vais y arriver. Le vrai nouveau paradigme qu'il faut mettre en place, c'est un paradigme où les femmes ont de l'argent et utilisent cet argent comme un bulletin de vote et comme une manière aussi de reprendre le pouvoir dans notre société. Je pense qu'à partir du moment où on se dira, ouais, moi j'ai envie de faire de l'argent et c'est normal de faire de l'argent et j'ai envie de l'utiliser pour faire le bien dans ma famille et aussi le monde, bah, je pense que déjà on pourra avoir plus de facilité à naviguer dans ces réseaux-là. Oui, et puis aussi, c'est intéressant ce que tu racontes aussi, c'est aussi cette notion, cette relation qu'on a avec l'argent en tant que femme aussi. Parce que, c'est aussi assumer de dire, pourquoi c'est aussi compliqué de dire, bah, je sais pas: «J'aime l'argent», tu vois? Pourquoi on serait plus jugé, quand on dit: «J'aime l'argent», enfin, tu vois? Tout ce qui est lié à cette notion de business, en fait, qui est pas forcément un truc, je pense que c'est beaucoup plus dur pour une femme, d'aborder ou de se sentir libre d'aborder ces sujets-là, en fait. En fait, une femme déjà, enfin socialement, une femme qui parle d'argent n'est pas légitime. Elle n'est pas à sa place. Il ne faut pas que les femmes parlent d'argent parce que enfin, voilà, on peut aller dérouler le fil, la pelote pour aller comprendre pourquoi et on peut le faire. Hein. Moi, j'essaie de le faire avec mon podcast Ma Juste Valeur. Ouais. Comprendre pourquoi il y a autant de tabous autour des femmes et de l'argent. Mais attends, Mais je alors pense que ça, excuse-moi, on en parlera après de ma juste valeur. En fait, c'est toi justement qui as fait, je le disais en intro, qui a fait un tour de Mhm. France de la négociation salariale. Tu as rencontré des centaines de femmes. Mhm. Donc, tu as pu voir justement leur relation avec l'argent ou avec leur salaire. Qu'est-ce qui t'a marqué en fait quand tu as fait ce tour de France de la négociation salariale? J'ai fait le tour de France et j'ai fait le tour du monde. Donc, à la fin de mon tour du monde, j'avais rencontré 5000 femmes. C'est Et énorme. c'est énorme. Et j'ai pas fait juste un tour du monde de l'Europe occidentale, tu vois. Je suis Ouais. partie en Inde, je suis partie au Pakistan, j'ai fait les États-Unis, l'Europe, l'Afrique. J'ai vraiment, j'ai été voilà, j'ai été à peu près pas partout, parce qu'évidemment, une vie ne nous permet pas d'aller partout, mais j'ai quand même été dans tous les continents. Et en fait, le dénominateur commun, ça c'est le constat que je fais, c'est que les femmes abandonnent leur pouvoir quand il est question d'argent. Ça, c'est un dénominateur commun qui est présent dans toutes les femmes partout dans le monde, que ce soit des Ouais. Pakistanaises, des Indiennes, des Américaines. Alors pourtant, Dieu sait que les Américains ont vraiment des facilités à parler d'argent, ce que n'ont pas les Françaises, par exemple, en termes de culture. Mais voilà, j'ai vu des Marocaines, enfin voilà, j'ai vraiment vu énormément de femmes. Et le principal problème, c'est que dès qu'il est question d'argent, on abandonne notre pouvoir. Quand on est, si on met ça dans la perspective de la rémunération, quand on est salarié et que tu fais un entretien, en réalité, tu ne vas jamais aller découvrir ta valeur sur le marché du travail. Tu attends que le recruteur te dise, bon, bah, vous, je vais vous payer tant. Quand tu fais un entretien avec les RH, c'est vous, je vais vous payer tant. Après, quand on se met dans la sphère professionnelle, c'est plutôt, tu abandonnes toutes les questions d'argent à ton mari, à ton partenaire. Ça, c'est dans les couples hétérosexuels. Tu attends que ton père te donne ton argent de poche. En fait, si tu veux, il y a toute une construction sociale, parce que j'ai pas envie d'over-responsabiliser les femmes ou de les culpabiliser surtout. Mais le problème, c'est qu'il y a toute une construction sociale qui nous matraque et qui nous dit que quand il est question d'argent, les femmes ne sont pas légitimes à s'en occuper. Il faut qu'elles délèguent ce sujet-là à un référent masculin ou à un autre référent. Et je pense que c'est le principal problème parce que comme on abandonne notre pouvoir par rapport à l'argent, on ne se sent pas légitime d'en parler. Quand on en parle, après, on a le backlash de la société, voilà, qui arrive et qui nous juge, qui nous aime pas. En fait, le vrai truc, c'est que quand tu parles d'argent, tu ne vas pas être aimé. Ouais. Tu vas pas être aimé par les autres parce que tu vas être jugé, tu vas être perçu comme vénal et tout. Et en vrai, alors, on va pas se mentir. L'être humain, l'objectif de l'être humain, c'est d'être aimé au final. Tu vois, Oui, oui, c'est voilà, complètement. on est des animaux sociaux, on a besoin de sentir faire partie de quelque chose. Et si tu te dis, bah, je vais parler d'argent, je vais être exclue, parce que si je parle d'argent, si je dis que j'ai envie de gagner de l'argent, bah, ma famille va me regarder bizarrement. Il y en a d'autres qui vont me traiter de personne vénale ou cupide. Mon boss va me dire que je ne suis pas suffisamment dans la gratitude par rapport, alors que j'ai déjà de la chance d'avoir un job et qu'il y en a d'autres qui crèvent de faim. Enfin voilà, en fait, tout te renvoie au fait que tu n'es pas valide à parler d'argent. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai envie de casser. C'est ce que j'essaye de casser. C'est de dire aux femmes, vous êtes valide à parler d'argent, vous êtes légitime, vous devez vous emparer de ce sujet-là, parce qu'à force de ne pas faire les comptes, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie personnelle, bah, c'est vous qui payez les pots cassés. Et c'est suite à ce constat-là, j'imagine que tu as voulu que Ma Juste Valeur, ton podcast a vu le jour?
Absolument. En fait, si tu veux, quand j'ai fait le tour de France et le tour du monde avec cet atelier de négociation de rémunération, très rapidement, je lui ai donné le nom de ma juste valeur. Parce qu'en fait, ce qui était important en 2014, quand j'ai commencé à faire mes ateliers de négo, il faut savoir que c'était un sujet qui était plus que tabou. J'étais vraiment un peu la paria, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on en parle, il fallait que ce soit caché. Chaque fois, tu vois, on en parle, mais c'est vraiment sous radar, hein. Ouais. Il ne fallait pas que les gens sachent qu'on parle d'argent, parce que si on parlait d'argent, les entreprises, à chaque fois, je parlais de rémunération, c'était oulala, nous, on ne veut pas, vous allez ouvrir la boîte de Pandore, nous, on ne veut pas générer un problème dans notre entreprise, etc. C'est déjà un sujet qui est très délicat. Et en fait, moi, pourquoi je l'ai appelée ma juste valeur? Parce que très rapidement, ce que j'avais envie de leur dire, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est pas de vous manipuler, c'est pas d'utiliser des techniques pour essayer de savoir qui c'est qui va plus filouter que l'autre. C'est pas du tout ça. Ma juste valeur, je suis partie en fait du postulat que quand tu négocies un contrat, ce qui est mon full-time job, hein, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est pas de mettre en place le contrat qui te rapporte le plus d'argent ou qui est le plus à ton avantage. L'objectif, est au moment où tu réussis, et on peut dire que tu as réussi à mettre en place un bon contrat, c'est quand il est équilibré. Parce qu'un contrat qui n'est pas équilibré, on t'apprend très rapidement, et tu l'apprends aussi en pratiquant, que c'est un contrat qui ne va pas être tenu et qui va te coûter plus de temps, d'énergie et d'argent à gérer le contentieux qui va en découler, plutôt que de générer la relation commerciale que tu as envie de mettre en place. Et en fait, moi, j'ai pris ce postulat-là et je l'ai mis en perspective dans le monde du travail et j'ai dit, écoutez, l'idée de négocier sa rémunération, c'est pas de se dire, j'ai envie de gratter le maximum d'euros, j'ai envie d'être la plus forte et dans le rapport de force qu'on va mettre en place, j'ai envie d'être gagnante. Moi, c'est justement de dire, écoutez, jusqu'ici, le monde de l'entreprise et le monde du travail, il a été basé sur un rapport de force. Moi, je dis, le monde du travail est un rapport de collaboration. Si moi, j'ai besoin de toi et de ton salaire ou de ce contrat-là, quand je suis prestataire de service, pour manger, toi aussi, tu as besoin de moi pour développer ton entreprise. Donc, en fait, au lieu d'essayer de voir qui a le plus l'avantage sur l'autre dans le rapport de force, on va se dire qu'on va déposer les armes et qu'on va collaborer ensemble. Ouais. Et l'idée de collaborer ensemble, c'est de dire, OK, quelle est la juste valeur du prix de mes compétences? La juste valeur du prix de mes compétences, je les trouve sur le marché de l'emploi, parce qu'il y a des données, voilà, de la même manière qu'une baguette de pain, le prix n'est pas sorti du chapeau du boulanger. Il y a le marché de la baguette de pain qui te donne la fourchette de prix de la baguette de pain. Moi, INSAF, mes compétences, mon expertise et mon expérience ont un prix sur le marché de l'emploi. Je vais essayer de les découvrir. Une fois que j'ai découvert cette fourchette de prix, je vais pouvoir la vocaliser à mon employeur qui, de toute manière, va l'accepter parce que c'est le prix du marché. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'ubuesque, si tu veux, c'est le prix du marché. Donc, s'il veut un ou une professionnelle de mon niveau, avec les compétences qu'il recherche pour faire avancer son entreprise, eh ben, ça sera dans cette fourchette de prix-là. Et Et c'est tu pour trouves... ça que j'ai dit ma juste valeur. Ok. Et tu trouves qu'il y a une évolution? Du coup, ma juste valeur, ça fait quand même ça fait quelques années que le podcast existe. Tu rencontres aussi toujours des femmes, tu fais toujours tes ateliers et j'imagine que tu es sûrement en contact avec des entreprises. Là, aujourd'hui, on a de plus en plus d'articles. Enfin, je veux dire, on commence de plus en plus à en parler, notamment des femmes et de l'argent, même du fait que, je ne sais plus, je lisais un article qui disait que quand tu es dans un couple hétéro et que tu es une femme, en gros, et encore plus avec des enfants, en gros, avoir des enfants, ça te fait perdre. Tu vois une courbe, un homme avec des enfants, il s'enrichit, une femme avec des enfants, elle perd. Elle s'appauvrit, quoi. C'est assez dingue, mais c'est comme ça. Mhm. On le voit aussi lors des séparations. Est-ce que toi, tu vois une évolution du côté des entreprises, notamment? Est-ce que ça y est, il y a un peu plus de transparence, de discussion, de collaboration? Oui, franchement, je le Ok, vois. Je vois que les entreprises, elles évoluent, mais je vois qu'elles évoluent parce que finalement, elles n'ont pas le choix. ouais, En fait, c'est la réalité, hein. Elles n'ont pas le choix et tant mieux finalement, parce qu'au final, quand tu décides de changer, c'est parce que le statu quo est plus gérable. Donc, c'est que tu n'as plus le choix. Et on le voit chez les humains et chez les entreprises aussi. Donc, c'est pas, je ne le dis pas de manière je le dis pas d'une mauvaise manière. C'est pas un reproche. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont compris que si elles voulaient avoir des talents, si elles voulaient les attirer, si elles voulaient les retenir, si elles voulaient les fidéliser, eh ben, ça passait aussi par reconnaître leur travail à leur juste valeur. Et du coup, même si aujourd'hui on est en transition, hein, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui elles comprennent ça. Et moi, tu vois, je vois par exemple une grosse boîte comme Capgemini a acheté la formation Ma Juste Valeur
où je forme les lignes managériales, les lignes RH à une plus juste reconnaissance des talents féminins. Je les aide à optimiser leur politique salariale, à conduire le changement, à mettre en place des environnements de travail qui sont fondés sur la reconnaissance du travail des employés plutôt que sur autre chose. Et ben, tu te dis que oui, il y a des entreprises qui sont prêtes à vraiment à faire ce pivot-là, à pivoter parce qu'elles ont compris les enjeux du marché de l'emploi. Il Et y en a est-ce que d'autres qui n'ont pas forcément compris, mais elles vont ouais. être menées à le comprendre, elles vont être forcées à le comprendre. Et les femmes aussi? Est-ce que tu as l'impression que tu vois vraiment une évolution? Ouais, franchement, moi, je vois une évolution et je suis d'autant plus contente qu'aujourd'hui, surtout, enfin, moi, ça fait 8 ans que je suis sur ce sujet-là des femmes et de l'argent et la négociation de rémunération en particulier. Et en fait, je vois qu'aujourd'hui, en fait, on ne veut plus accepter. En fait, on est arrivé à un point de non-retour. Ouais, C'est-à-dire saturation. qu'il y a saturation. Tu vois, c'est drôle parce que j'aime bien faire des parallèles avec la vie de couple. C'est comme quand tu es avec quelqu'un et qu'en fait, tu sais que maintenant, c'est plus possible. En fait, tu es arrivé à un point de non-retour où tu sais que tu peux plus être la personne que tu étais avant avec lui. Donc, soit il change pour de vrai, soit tu pars. La raison pour laquelle les femmes vraiment aujourd'hui s'intéressent plus au sujet d'argent, c'est parce que je pense qu'elles ont profondément compris que l'argent était un bulletin de vote. Et aujourd'hui, en fait, la société dans laquelle on est, elle ne leur correspond plus. Et en fait, ce sujet-là d'argent, en réalité, le vrai sujet sous-jacent, c'est le sujet de la reconnaissance. Et de se dire, on veut que la société reconnaisse la juste contribution des femmes à notre contrat social. Et en réalité, tu vois, elles sont plus d'accord d'être mises à l'écart parce qu'aujourd'hui, en fait, quand tu regardes notre contrat social, on a mis l'économie au centre et l'éducation et la santé, qui sont les métiers qui sont les plus féminisés, c'est les métiers qui sont les moins valorisés financièrement et moins valorisés aussi socialement par la société. Ouais. Et du coup, en fait, je pense que le vrai enjeu, c'est que les femmes aujourd'hui, ce qu'elles se disent, c'est que ce monde-là, on n'en veut plus. On veut avoir notre voix au chapitre dans la construction du nouveau monde ou en tout cas du monde de demain qui sera le monde de nos enfants et le monde de nos sœurs, de nos cousines, des nouvelles générations. Et le seul moyen d'avoir voix au chapitre, c'est d'avoir un pouvoir économique pour pouvoir changer les choses. Et en fait, le seul moyen d'avoir un pouvoir économique pour changer les choses, c'est voilà, de conquérir ce dernier bastion qui est l'argent, quoi. Et elles n'ont plus envie, et c'est ce qu'elles ont envie de faire, et elles n'ont plus envie d'être silencieuses ou d'être silenciées. Aujourd'hui, elles ont envie qu'il y ait un changement, et elles ont très bien compris, je pense, à mon sens, que ce changement passe par le fait qu'elles récupèrent leur pouvoir économique. Ouais, c'est hyper intéressant. On va passer aux petites questions, de la fin. Mhm, Alors je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde, qui a fait des portraits de femmes et qui pose, cette question. Ça a même donné un livre. Elle, mhm. demande souvent à ses invités de compléter la phrase: «Je ne serais pas arrivée là si». Alors à ton tour, Insaf, de compléter. Ah, bonne question. Prends ton temps, t'inquiète pas. J'ai tellement de personnes à citer. Euh, mais je vais faire quelque chose qui va peut-être un peu dérouter, mais c'est ma manière aussi de montrer l'exemple. Je pense que je n'en serais pas là si à un moment donné, je ne m'étais pas fait confiance. Ouais. Et je pense que, évidemment, hein, mon parcours, comme j'ai dit au début, il y a beaucoup de personnes à citer. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes que j'aimerais citer. Mais je pense que nous, les femmes, on a tendance à citer les autres et s'oublier soi-même. Et oublier que aussi, si à un moment donné là, c'est à un moment donné, on a un parcours là, c'est parce qu'à un moment donné aussi, on s'est fait confiance, on a eu le courage de sortir de sa zone de confort et on a eu le courage d'aller contre-courant. Et en fait, moi, la personne que j'ai envie de remercier aujourd'hui, c'est la INSAF de 2014. Et lui dire bah, merci d'avoir tenu le coup et merci de ne pas avoir cédé aux sirènes euh, de la validation d'autrui. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime? La justice. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? L'injustice, Heu, est-ce irrémédiablement. est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de Fille? Oui, j'aimerais entendre plusieurs femmes au micro de genre de fille. Et si je devais en citer qu'une seule, euh, là aussi c'est un peu compliqué parce que du coup il faut faire un choix. Non, mais tu peux en citer 2 si tu veux. Allez, je Bon, suis sympa. alors je voudrais citer Kara Kirchner, qui est Oui. la leader de l'Union des Savoies. Et pas tant pour son engagement avec l'UNIN, mais plutôt pour l'initiative qu'elle a mis en place qui s'appelle l'art de l'itinérance. Et je trouve ça formidable parce qu'à mon sens, cette femme-là, c'est la Brené Brown
française. Parce qu'elle a mis en place voilà, une méthode qui est basée sur sur l'art d'être en itinérance pour aller vers le chemin de soi. Et je trouve cette méthode formidable. Et vraiment, je la conseille à tout le monde. Donc, je pense que vraiment, ça vaut le coup qu'elle en parle et qu'elle soit mise en lumière. Mais je confirme, c'est vrai que l'art de l'itinérance, même le fait de marcher pour trouver des solutions pour... non, c'est... T'as complètement raison. Je te laisse finir, excuse-moi. Et la deuxième femme que j'aimerais entendre au micro de genre de fille, alors il y en a plusieurs et c'est dur de faire un choix parce que il y en a plusieurs parce que c'est toutes des femmes qui interviennent sur ce sujet-là, un peu d'argent, de finances personnelles et du fait de vraiment s'empouvoirer et de maîtriser cette question-là. Ben, je vais les dire tout en tant pis. Je dirais Nina Baka, que j'aime beaucoup. Je dirais Héloïse Boll aussi, que j'aime beaucoup. C'est marrant que tu parles d'elle. J'ai reçu sa newsletter ce matin. C'est hyper bien fait. J'adore. C'est Prends l'oseille, c'est ça? Ouais, c'est Prends l'oseille. Ouais. Et c'est Prends l'oseille. Et sa boîte s'appelle Oseille et compagnie. D'accord. Elle a un ton de tonton flingueur que j'adore. Ouais, je suis d'accord. Moi-même, moi-même, je l'ai invitée sur mon podcast et elle est formidable. Et je pense que ce qu'elle dit, faut vraiment le diffuser au plus grand nombre. D'accord. Et la dernière question, quel genre de fille es-tu, Insaf? Une fille vraie, authentique, avec ses défauts et ses qualités, qui a un véritable work in progress. Eh ben, écoute, c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Insaf, et puis je te dis à bientôt. À très vite. Merci pour cette invitation, Anna. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!